L'année sans été, tome 2, La hauteur des terres, écrit par Julie Lemieux, lu par Marilus Gervais. À Michael. Apu awen chisilitek tan ishinakwach nit nikanich. On ne connaît pas son destin. Liste des principaux personnages. Aishpanu, montagnais impassible au regard de feu, guide pour la Compagnie du Nord-Ouest et chef de la brigade devant se rendre au Grand Lac Mistassini, placé à l'avant du canot de maître nommé Limili. Bélanger, père, prêtre énergique et rieur, parcourant le pays sauvage pendant l'été afin d'administrer les sacrements à tous ses habitants. Blackwood, Michael, cartographe au service du bureau de l'arpenteur général, affecté en mission sur la hauteur des terres sous les ordres de Charles-Émile Boucher de Montisambert. Boucher de Montisambert, Ange-Élisabeth. Jeune fille de la haute société de Québec, au cœur blessé mais plein de courage, fille de Charles-Émile Boucher de Montisambert et de feu Madeleine Juchereau du Chesnay. Boucher de Montisambert, Charles-Émile. Ingénieur hydrographe épris de liberté et politicien à ses heures, père d'Ange-Élisabeth Boucher de Montisambert et époux de feu Madeleine Juchereau du Chesnay. Campeau, Lucien, dit Copeau. Voyageur aux allures de bon garçon de la campagne, avec un sourire un peu trop large, ami de Jean-Cyril Portelance. Champagne, Daniel, dit Plumeau. Voyageur aux cheveux courts et hirsutes, habitant des Trois-Rivières et cousin de Louis-Joseph Duchesneau. Champoux, Claire Françoise. Femme de Pierre-Antoine Champoux et amie d'Ange-Élisabeth Boucher de Montisambert. Champoux, Pierre-Antoine. Jeune notaire récemment installé à Québec, époux de Claire Françoise et ami d'Ange-Élisabeth Boucher de Montisambert. Chipouillan Florent, bois brûlé à l'allure sombre et mystérieuse, né aux confins des territoires exploités par la Compagnie du Nord-Ouest et voyageur aguerri. Collins Matthew. Petit homme soigné à la moustache noire, commis du poste de traite de Tadoussac. Conley Timothy. Intendant des King's Post, dont l'autorité naturelle et la grande élégance sont légendaires au sein de la Compagnie du Nord-Ouest. D'Endurant, père. Missionnaire peu enclin au rire, effectuant son tout premier voyage loin des rivages du Saint-Laurent. Duchesneau, Louis-Joseph, dit Louis-Jo. Habitant des Trois-Rivières, calme mais un peu susceptible, voyageur pour la Compagnie du Nord-Ouest et cousin de Daniel Champagne. Fitzbay, Adrian. Jeune Irlandais fraîchement débarqué au Bas-Canada, timide, apprenti voyageur dont le mentor est James McIntosh. Fortin Gabrielle, dite Gabi. Chaleureuse domestique au service de Claire Françoise et Pierre-Antoine Champoux, considérée non pas comme une simple employée, mais bien davantage comme une amie, voire même un membre de la famille. Fréchette Thierry. Sympathique cuisinier de la brigade et engagé du poste de traite de la baie Abatagouche au Grand Lac Mistassini. Gilbert. Officiellement commis du poste de traite de Chicoutimi, mais aussi gardien d'enfants, cuisinier apprécié et fabricant de bières d'épinette artisanales. Grandbois Pierre-Paul. Homme d'honneur, notaire de confiance de la famille Boucher de Montisambert. Guillon Jean-Baptiste, feu. Agresseur d'Ange-Élisabeth Boucher de Montisambert, autrefois actionnaire de la maison Guillon, oncle de Richard-Philippe Guillon. Guillon Richard-Philippe. Jeune homme irrésistible au sourire troublant, héritier de la maison Guillon et fiancé officieux d'Ange-Élisabeth Boucher de Montisambert. Maïcan. Montagnais intraitable engagé par la Compagnie du Nord-Ouest, époux de Mali Wapikun et ennemi juré de Jean-Cyril Portelance. Mali Wapikun. Femme que l'on devine d'une grande beauté, épouse de Maïcan. Marie. Jeune montagnaise menue et secrète, dégageant une grande noblesse d'âme et de cœur. Machichkouë. Belle montagnaise de Tadoussac aux longues tresses décorées de galons rouges,
épouse affable de Jean-Louis Michaud. Mackintosh James, voyageur un peu ironique, voire rebelle, promu commis du poste de traite de la baie Abatagouche au Grand Lac Mistassini. Michaud Jean-Louis, doyen de la brigade, voyageur expérimenté de la Compagnie du Nord-Ouest, placé à l'avant du canot de maître baptisé le Madame et époux de Machichkue. Napeka Matet, vieux montagnais curieux et rapporteur, chassant dans les environs du poste de traite du lac Chamouchouane. Noré, hivernant de la Compagnie du Nord-Ouest, basé au poste de traite du lac Chamouchouane et tenu en haute estime par toute la société des King's Post. Perrault, homme libre vivant aux environs du poste de traite de Chicoutimi avec sa femme Geneviève, une montagnaise, et leurs nombreux enfants. Perrault Geneviève, montagnaise, épouse de Perrault, habituée du poste de traite de Chicoutimi. Picotte Aurélien, commis du poste de traite du lac Chamouchouane, grand et cagneux, généralement d'humeur mauvaise, époux de Flavie. Picotte Flavie, jeune femme dévouée et généreuse, presque maigre, à la peau hâlée et aux nattes blondes, épouse du commis de poste de traite du lac Chamouchouane. Picalouiche Louis-Joseph dit Matichou, chef perspicace des montagnais de Chamouchouane et de Nicupo. Portelance Jean-Cyril, jeune homme d'une grande beauté à la peau dorée, voyageur et interprète pour la Compagnie du Nord-Ouest. Poupard Geoffroy, canotier d'expérience de la Compagnie du Nord-Ouest, bon chanteur, placé à la position de gouvernail du canot de maître appelé l'Émilie. Rompré Siméon dit Boulette, voyageur peu commode à la force herculéenne et au caractère bien trempé. Roy Jacques dit le Calumet, conteur né, fumeur invétéré, voyageur pour la Compagnie du Nord-Ouest occupant la position de gouvernail dans le canot de maître nommé le Madame. Shaw Peter, arpenteur géomètre au service du bureau de l'arpenteur général, affecté en mission sur la hauteur des terres sous les ordres de Charles-Émile Boucher de Montisambert. Smith, commis sans histoire du poste de traite de Métabetchouane, époux de Marie-Joseph. Smith, Marie-Joseph, femme prétentieuse aux questions indiscrètes, épouse du commis du poste de traite de Métabetchouane. Soucy, homme au tempérament haut en couleur, licencié de la Compagnie du Nord-Ouest par Timothy Conley. Chinicheux, montagnais taquin au regard tendre, engagé comme voyageur par la Compagnie du Nord-Ouest. Ouche, montagnais discret versé dans l'art de la fabrication des canots d'écorce, engagé par la Compagnie du Nord-Ouest. Uchimaskue, Wapishtan, montagnais des environs de Tadoussac, plutôt distant, engagé par la Compagnie du Nord-Ouest. Dans un silence parfait, l'aviron à la main, tous les hommes fixaient le guide qui, à présent, nous tournait le dos, solennel. Il leva son bras droit, un frisson me parcourut. Devant lui, la brume commençait à s'élever sur les eaux calmes du fleuve. « Machik, en avant !» dit-il en abaissant le bras en direction du chenal nord. Toutes les pagaies touchèrent l'eau en même temps. Les canots glissèrent sans bruit dans l'aube. Parfaitement synchronisés, les hommes plongeaient et replongeaient leurs avirons à une vitesse prodigieuse. Je me retournai. Restés près de leur voiture, Claire-Françoise et Pierre-Antoine agitaient la main. Je répondis à leur salut, le cœur gros. La rive s'éloignait doucement, mais avec constance. Je ne pouvais plus reculer. Dans quelques heures, j'aurais laissé Québec loin derrière pour me rapprocher de mon père. En ce 21 juin 1816, voilà que je quittais Québec pour le pays sauvage. Ma décision d'aller rejoindre mon père au poste de traite du lac Chamouchouane, sans même savoir s'il était mort ou vivant, je l'avais prise sur un coup de tête. Et tandis que le Madame et l'Émilie fendaient l'eau, mus par la force et l'habileté des voyageurs de la Compagnie du Nord-Ouest, mon appréhension ne cessait de croître. Le soleil allait bientôt se lever et chasser avec lui cette lumière bleutée et vaporeuse qui me glaçait.
Chapitre 1. Courage et liberté. Nous descendions le fleuve depuis plus de 2 heures lorsque je remarquai que le madame nous avait distancés. Aïchpanou, toujours debout à la proue, agita son aviron dans les airs. « Ohé !» cria-t-il. « Attendez !» Nous vîmes au loin l'équipage déposer les rames. Tous les visages se tournèrent vers nous. Boulette arracha son bonnet de laine rouge et le secoua pour attirer notre attention. Il ne se gêna pas pour railler notre allure. « Par ici, les plaisanciers !»« Étouffe, Boulette !» se défendit Portelance, alors que nous arrivions à la hauteur du madame. « Vous avez un rameur de plus que nous autres, et il nous manque Copeau. Ah, s'il n'était pas allé conter Fleurette à une demoiselle de 3 pistoles, vous seriez loin derrière, et nous, on aurait doublé le Cap Brûlé depuis longtemps. » « Le Cap Brûlé? Étouffe toi-même, Portelance. Il vous manque peut-être un milieu, mais vous avez Poupart et Aïchpanou comme bout. »« Poupart à la poupe. Vous pouvez pas avoir mieux ?» renchérit le voisin de Boulette. « Poupart à la poupe, grommela le canotier, installé à l'arrière du madame, au pied du mât portant les couleurs de la Compagnie du Nord-Ouest. « Je serais presque tenté de le prendre mal. Vous n'avez qu'à changer de canot si vous préférez avoir Poupart et Aïchpanou comme bout. » À vous écouter, on dirait que Michaud et le vieux calumet que je suis ne valent pas mieux qu'une boulette de merde. Boulette s'enflamma. « Attends, le calumet, de quelle forme il est, le morceau de merde dont tu parles ?» Aïchpanou désamorça tout de suite la bombe qui menaçait d'exploser. « Bon, on va rejoindre le bord pour allumer tranquille. » Personne ne se fit prier pour se remettre à l'aviron et s'approcher de la rive, tout en prenant bien garde d'éviter les rochers. Tous les hommes, à l'exception du père d'Endurant, se mirent consciencieusement au bourrage de leurs pipes. Je remarquai que chacun portait à sa ceinture un sac contenant tout ce qu'il fallait pour une pipée de tabac noir. Le plus rapide à allumer fut Jacques, dit le calumet, qui se trouvait à l'arrière du madame. En quelques gestes bien précis, il fit jaillir des étincelles de ses mains à l'aide de son bas-de-feu, de sa pierre à fusil et d'un morceau d'amadou tiré d'une petite boîte de métal qu'il avait posée à côté de lui sur l'une des traverses du canot. Il laissa tomber l'amadou fumant dans le fourneau de sa pipe, tout en aspirant à petits coups les premiers effluves du tabac. Bien vite, l'air s'enfuma et je fus enveloppé d'une odeur sucrée et âcre tout à la fois. Pendant de longues minutes, les hommes fumèrent en silence, savourant pleinement la pause qui leur était accordée. Malgré l'heure matinale, on sentait déjà l'atmosphère s'alourdir. La journée serait torride. Je bougeais péniblement mes jambes engourdies d'être resté trop longtemps dans une parfaite immobilité. Je les frottais vigoureusement et tentais de les étirer sur toute leur longueur. Surveillant mon manège du coin de l'œil, Portelance vint à mon secours. « Vous avez des fourmis dans les jambes, mademoiselle. C'est normal. Vous vous habituerez. C'est juste qu'il ne faut pas oublier de bouger de temps en temps. » Tout en parlant, il déplaça un chaudron de cuivre, un ballot enveloppé d'une peau de loup marin et quelques carabines afin que je puisse étendre mes jambes. Il me tendit une écuelle en bois, remplie d'eau. Je déclinai son offre. Je redoutais le moment où il me faudrait annoncer à ces messieurs que j'avais envie d'uriner. Aïchpanou décréta qu'il était temps de repartir. Tous rangèrent leurs pipes, à l'exception de Jacques le calumet, qui, j'allais le découvrir, la gardait presque continuellement à la bouche. Le père Bélanger se proposa pour remplacer le fameux Copeau, dont l'absence se faisait lourdement sentir. Avec les précautions propres à l'homme habitué au voyage en canot d'écorce, il se déplaça vers l'avant pour s'installer aux côtés de Portelance. On lui prêta un aviron. Les frêles esquifs s'éloignèrent de la rive et reprirent leur course sur les eaux calmes du fleuve. La brise tiède et la douceur du paysage de la côte de Beaupré effacèrent, l'espace de quelques heures, tous mes mauvais souvenirs. Poupart entonna une chanson pour donner du cœur au groupe. J'avais déjà entendu parler des chants des voyageurs et de la force mystérieuse qui s'en dégageait. C'est la belle Françoise Longuet, c'est la belle Françoise qui veut s'y marier, ma luron lurette, qui veut s'y marier, ma luron lurée. Quand toutes les voix de la brigade se joignirent à celles de Poupart, je me sentis envahi par une vive émotion.
De l'ensemble se dégageait une sonorité chaude et profonde, toute de compassion, comme si chacun des rameurs connaissait véritablement cette pauvre Françoise qui allait être abandonnée par son amant. Sur la rive, debout au milieu des champs ravagés par les gelées tardives, des habitants à l'ouvrage nous saluaient. « Des voyageurs !» s'écriaient-ils. « Venez vite, des voyageurs !» Répondant à leur appel, femmes et enfants accouraient de la maison ou de la grange pour voir passer la brigade. Je vis même un homme se détacher du groupe et courir quelques minutes le long de la rive pour suivre les canaux. Il grimpa sur un gros rocher et brandit ses 2 poings dans les airs. « Ohé, voyageurs! Courage! Courage et liberté !» cria-t-il dans notre direction. Sa voix domina le chant des hommes. En guise de salut, plusieurs rameurs levèrent leur aviron. Bien vite, l'homme fut loin derrière. Je me retournai. Toujours debout sur l'imposante pierre, il nous suivait des yeux. Peut-être enviait-il les voyageurs de pouvoir échapper au joug du quotidien des habitants de la vallée du Saint-Laurent, surtout en cette année où le printemps difficile avait ruiné tous les efforts des cultivateurs. Comme si chaque Canadien, à l'instar des sauvages, avait quelque part en lui cette envie de pénétrer le pays sauvage, ce goût pour l'aventure, cette soif de grands espaces et de liberté. Une fois le soleil assez haut dans le ciel, sur un signe d'Ajpanou, les canots se dirigèrent vers la rive. C'est avec étonnement que j'aperçus, en haut du talus, une église. Je reconnus tout de suite, pour l'avoir déjà vu sur une estampe, le sanctuaire dédié à la bonne Sainte-Anne. À l'approche de la rive, les hommes sautèrent à l'eau. Chacun savait exactement ce qu'il devait faire. Michaud attacha solidement les 2 canots à un piquet. Pendant que Poupard ramassait du bois pour le feu, Thierry transporta sur la rive un lourd chaudron de cuivre. Boulette, qui avait déjà débarqué le père d'Endurant, portait maintenant le père Bélanger sur son dos. Je cherchai Portelance du regard. Il déposait Marie-Joseph sur la rive. Je sursautai en remarquant qu'Adrian Fitzbay, un engagé, attendait après moi. Ce jeune Irlandais, qui s'exprimait en français avec une grande difficulté, me sourit et me fit signe de monter sur son dos. Je m'exécutai. Une fois à terre, Marie-Joseph s'empressa de me prendre par le bras pour me mener à l'écart. « Par ici, mademoiselle, je connais un coin où nous serons tranquilles pour nous soulager. » Nous marchâmes le long de la rive jusqu'à un petit boisé. La chaleur et l'humidité devenaient inconfortables, bien qu'il fût encore tôt. J'en profitai pour rafraîchir mon visage et mon cou en m'aspergeant de l'eau glacée d'un petit ruisseau qui allait se perdre sur les battures du fleuve. En revenant vers le groupe, Marie-Joseph en profita pour aborder de nouveau un sujet qui la préoccupait beaucoup. « Vous savez, mademoiselle, il est bien imprudent de monter jusqu'à la hauteur des terres avec ces hommes. Qui pourra vous chaperonner? Voilà plusieurs étés que je fais ce voyage, et mon mari, il est commis au poste de Métabetchouan, m'a toujours recommandé de me méfier. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » J'ai cru comprendre que le père d'Endurant montait jusqu'au lac Mistassini. « Oh, le père d'Endurant sera de la brigade jusque-là? Je croyais qu'il accompagnait le père Bélanger à Tadoussac. Cela me rassure, vraiment. Pour être honnête, j'avais surtout peur à cause de ce Jean-Cyril Portelance. Il n'y a rien à son épreuve. » Je levai les yeux vers le gaillard en question. Comme la plupart des autres hommes, il avait retiré sa chemise et, presque nu, se baladait en riant, une hache à la main. Seul un brayet couvrait sa virilité. Je rougis et détournai vivement les yeux pour me concentrer sur Marie-Joseph. « Vous voyez ce que je disais » commenta-t-elle en haussant les sourcils. Nous prîmes place un peu en retrait du groupe, sur un tronc d'arbre renversé. Marie-Joseph poursuivit ses mises en garde. « Aucune femme ne peut rien contre lui, » chuchota-t-elle. « Je vous jure qu'il porte bien son nom. »« Que voulez-vous dire ? » ?»« Qu'avec sa lance, il en aurait transpercé plus d'une. Je ne veux pas m'y dire, mais je pense bien qu'il a 3 femmes à 3 endroits différents, toutes des sauvagesses. » Pierre-Antoine avait donc raison à propos des voyageurs. Je reportai mon attention sur les hommes de la brigade. À dire vrai, la plupart possédaient une remarquable constitution, et il était difficile de ne pas les admirer, en particulier ceux qui osaient dévoiler presque toute leur anatomie sous le chaud soleil d'été. Portelance était sans doute le plus beau, quoique Chinicheux, un montagnais au regard tendre, et Chipouyan, un bois brûlé à l'allure sombre et mystérieuse, ne lui cédaient en rien.
Plusieurs discutaient en riant, soit en français, soit dans la langue des montagnais. Shaw, Blackwood et le père d'Endurant s'étaient assis tout près de nous, qui formions la pièce rapportée du tableau. Concentré au-dessus de son chaudron, Thierry, le cuisinier de la brigade, était en train de réchauffer un genre de potage composé de pois et de lard. Je compris qu'on avait dû le préparer durant la nuit, la veille du départ. Poupart, impatient de manger, tournait autour du feu. « C'est assez chaud, répétait-il. On peut se servir maintenant, non ?» Marie-Joseph s'apprêtait à reprendre la parole lorsque Portelance vint vers nous, accompagné de Chipouyan. « Alors, mesdames, j'espère que vous avez faim. À voir Thierry, j'ai l'impression que la soupe sera plus que consistante. » J'avais en effet remarqué que le pauvre Thierry, tenant sa micouenne à 2 mains, peinait à la remuer tant elle était épaisse. Avec toutes les émotions des dernières heures, je n'ai pas très faim, avouai-je. Les 2 hommes s'étaient assis à nos pieds. Marie-Joseph ne daigna même pas répondre à la question de Portelance, se contentant de lui jeter un regard condescendant. « Votre époux est toujours commis au poste de Métabetchouan, à ce que je vois. J'avais oublié que les femmes de commis ne souriaient pas aux interprètes, et encore moins aux simples engagés, n'est-ce pas, Chipouyan? As-tu eu un sourire de la part de Madame Smith? » Chipouyan secoua la tête avec un air faussement déçu. Portelance continua. « Je crois que les femmes de commis ne sourient qu'aux guides, ou encore aux autres commis. Je veillerai à ce que Macintosh et Aishpanou viennent vous dérider. » Avec un petit bâton de bois trouvé sur la grève, Portelance dessina sur le sable un soleil triste, puis une lune souriante. Il releva la tête. « Quant à vous, Madame Boucher de Mont quelque chose, vous arrive-t-il de sourire? » Il me regarda droit dans les yeux avec un air taquin. Son assurance me rappela celle de Richard. Je ne pus m'empêcher de pouffer. « Merci de rire, mademoiselle. Vous me faites chaud au cœur. J'étais venu vous apprendre qu'on a de la chance, parce que le père Bélanger a apporté du pain qu'il veut bien partager, et... » Il s'étira vers l'arrière pour cueillir un pissenlit qu'il approcha de mon menton. Son visage n'était plus qu'à quelques pouces du mien. « Vous ne pouvez le voir, mademoiselle. Seulement, croyez-le ou non, le jaune de la fleur se reflète sur votre peau, juste là, sous le menton. Il n'y a donc aucun doute possible, vous aimez le beurre. Viens voir, Chipouyan, mademoiselle aime le beurre. » Chipouyan s'approcha. Ses yeux bleu clair tranchaient de façon surprenante avec son teint cuivré et ses cheveux noirs. « Oui, on ne peut pas se tromper. Je vois la tache jaune sur sa peau, conclut-il. « Ça tombe bien parce que le père Bélanger a aussi apporté du beurre, » termina Portelance. Les 2 hommes s'éloignèrent en riant, me laissant dans un état de confusion lamentable. Combinés à leur comportement bravache, leur quasi-nudité ne pouvait laisser aucune femme indifférente. « Vous voyez, » s'empressa de me mettre en garde Marie-Joseph, « je vous avais averti. Mieux vaut ne pas converser avec ces hommes. Mon mari, qui est commis au poste de Métabetchouan, m'a bien mis en garde contre ces pharaons. » Je souris intérieurement en l'entendant répéter la fonction de son mari. Assurément, ce détail revêtait pour elle une grande importance. Je ne pus lui répondre, car Aishpanou choisit ce moment pour imposer le silence. Catholiques ou non, tous s'agenouillèrent, sauf Wapishtan, un rameur montagnais. Affichant un air dédaigneux, ce dernier alla s'adosser, bras croisés, à un arbre en retrait. Une prière à la bonne Sainte-Anne fut récitée avec une ferveur qui me surprit. La femme parut curieuse, et je me demandai qui avait bien pu composer pareille oraison. Lorsque nous serons trempés jusqu'aux os et glacés jusqu'au cœur, jetés sur nos carcasses d'animaux un manteau de chaleur. Louis-Joseph Duchesneau et Daniel Champagne, 2 autres rameurs, circulèrent avec un panier en écorce pour recueillir les offrandes de chacun. Je compris alors que personne ne prenait à la légère les pouvoirs de la bonne Sainte-Anne. Tout le monde donna, même Wapishtan. Lorsque le panier d'écorce s'arrêta devant moi, je lui expliquai que j'avais laissé mon sac dans le canot. Sans que je demande rien, Chinicheux entra dans l'eau sur-le-champ pour me le rapporter. Je donnai plus que moins, ce qui fit grand plaisir à tout le monde. Après que chacun eut payé son passage, le panier fut porté à l'église avec une peau de vison. Macintosh, qui se tenait près de moi, maugréa entre ses dents. Quelle misère de laisser une aussi belle peau à une statue de plâtre.
Aïchpanou m'apporta une part de soupe dans une écuelle et le père Bélanger va m'offrir lui-même un morceau de pain beurré. Quoique la femme tenaillât, je fus incapable d'avaler cette bouillie farineuse qui m'était offerte. Je me contentai donc du pain. Voyant que je ne mangeais pas, Poupart lorgna mon écuelle. Je la lui laissai sans regret. Les hommes allumèrent leurs pipes pendant que Thierry terminait de préparer le thé. J'avais encore faim, j'avais soif, j'avais chaud, et les insectes piqueurs, féroces, donnaient l'assaut. À peine avais-je achevé mon thé qu'il était temps de repartir pour profiter de la marée encore descendante. Sous le regard désapprobateur de Marie-Joseph, Portelance va me prendre sur son dos pour m'amener vers le canot. Au contact de la peau dorée de son torse nu, je ne pus m'empêcher de rougir. Les hommes reprirent l'aviron et, sous les ordres d'Aïchpanou, se lancèrent dans la cadence effrénée exigée par leurs conditions de voyageurs. Sur les eaux du fleuve, l'air fraîchit légèrement et les insectes abandonnèrent la partie. Bercé par le chant de la brigade, je me laissai choir contre le ballot de couverture posé là où le père Bélanger, qui avironnait maintenant la place de Copeaux, avait pris précédemment place. Du coin de l'œil, j'observais à la dérobée les muscles de Portelance qui jouaient sous sa peau au rythme des coups d'aviron. Plus le temps passait, plus les cheveux qui dépassaient de son foulard bleu s'imprégnaient de sueur et bouclaient à la base de son cou. Je plaignis intérieurement le père Bélanger qui devait mourir de chaleur sous sa soutane noire. Malgré les grosses gouttes qui coulaient sur son visage, il semblait heureux et insouciant, s'épongeant le front de loin en loin avec un mouchoir de fine batiste. Portelance finit par lui tendre un foulard propre qu'il prit à même son bagage. « Tenez, mon père, mettez ça sur votre tête, ça ira mieux. » Avec mon doigt, je cachai le corps du père Bélanger pour ne garder que sa tête dans mon champ de vision. Ainsi coiffé, le visage transfiguré par l'air du large, personne n'aurait pu le prendre pour un prêtre. Portelance décrocha l'écuelle en bois sculpté qui pendait à sa ceinture et la fit glisser sur l'eau pour qu'elle se remplisse. Complétant son geste, il en versa le contenu sur sa tête et son torse. Il remarqua que je l'observais et me fit un clin d'œil. Je détournai vivement mon regard en direction de l'eau. Vraiment, son sourire, un peu en coin, était irrésistible. Je constatai que chaque coup d'aviron laissait dans l'onde un petit tourbillon fugace. Certains duraient plus longtemps que d'autres, mais invariablement, ils mouraient en laissant à la surface de l'eau un minuscule nuage d'écume. Hypnotisé par les mouvements de l'eau, je sombrai dans un profond sommeil. Chapitre 2. La montagne de l'ours. L'orage grondait. Étendu sous l'un des canots, dans la pénombre, je respirais l'odeur des branches de sapin fraîchement coupées qui constituaient mon lit de fortune. Au beau milieu de l'après-midi, un vent de tempête s'était levé, formant sur le fleuve des vagues aussi imposantes que dangereuses. Plus les eaux se déchaînaient, plus j'avais l'impression que notre canot rapetissait. Trempés jusqu'aux os par les embruns, nous avions dû accoster en catastrophe dans la baie des Rochers, à quelques heures à peine de Tadoussac. Je remontai ma couverture et fermai les yeux, revivant dans ma tête les événements qui avaient suivi mon départ de Québec. Durant les 3 premiers jours du voyage, ce fut le dépaysement total. Il y avait d'abord eu l'élargissement époustouflant du Saint-Laurent avec l'odeur de la mer. Et ensuite, ponctuant l'immensité, des paysages abrupts composés de promontoires, de caps et de pointes. Nichée au creux de toutes ces aspérités, la baie Saint-Paul m'était apparue comme un havre de douceur et de sérénité. Le village, construit dans un écrin de verdure, invitait à la rêverie. À la vue du clocher de l'église, perdu dans le lointain, j'avais récité une prière dans mon cœur pour la malheureuse dont Gaby nous avait raconté l'histoire. Les circonstances entourant le destin tragique de cette jeune fille me glaçaient le sang. Rejetée par son époux au lendemain de ses noces, accusée, peut-être à tort, d'avoir eu un amant avant son mariage, elle avait cédé au désespoir et s'était enlevé la vie. Pour donner l'exemple, le curé de l'époque avait exigé que dans le cimetière, son cercueil reste ouvert, que son corps soit exposé à la vue de tous. Comment pareil drame avait-il pu se produire dans un endroit aussi féerique? Le mal était donc partout.
Il y avait eu aussi l'île aux Coudres, les éboulements et le cap aux oies. Passé la Malbaie, notre route s'était vue ponctuée de toute une série d'anses aux noms surprenants. Anse du Remous, anse au sel, anse du porc au persil, anse au mange-lard, anse de la ciboulette, et combien d'autres encore. Sous la chaleur écrasante, je m'étais laissé porter par les humeurs que le fleuve imposait aux hommes de la brigade, obligés de pagayer du lever au coucher du soleil. Bien que rythmé par les marées et d'innombrables pipées, le quotidien des voyageurs ne laissait guère de place au repos. 2 repas et une nuit de quelques heures, voilà tout ce dont les rameurs disposaient pour détendre leurs muscles enpeloris. Même si je n'avais pas encore eu le courage de m'immiscer dans les conversations des hommes, je commençais à me sentir de mieux en mieux parmi eux. Aïchpanou veillait sur moi et j'avais maintenant une totale confiance en lui. Chaque soir, il avait préparé mon lit de branchage. Il m'avait aussi montré comment utiliser la graisse d'ours pour me protéger des insectes piqueurs. J'avais d'abord refusé son aide, mais mise au supplice dès ma première nuit à la Belle Étoile, j'avais dû me lever pour lui demander bien humblement de mettre fin à mon tourment. À ma grande surprise, je l'avais trouvé assis au bord du feu, parfaitement éveillé. Avec une patience infinie, sans montrer le moindre signe d'agacement, il avait allumé un fanal et s'était éloigné du feu pour aller chercher dans ses affaires la boîte de métal contenant la graisse en question. À la lueur du feu, il y avait trempé ses doigts pour ensuite approcher sa main de mon visage. Prise d'un accès de timidité, je n'avais pas voulu le laisser me toucher. Il m'avait alors recommandé de ne pas oublier mes oreilles et d'en mettre aussi à la base de mes cheveux, ce que je n'avais pas fait correctement. Le lendemain, Macintosh avait pris un malin plaisir à me prêter son miroir afin que je puisse admirer les innombrables morsures laissées par les petites mouches noires dans mon cou, autour de mes oreilles et à la racine de mes cheveux. Le tonnerre gronda. À l'appel d'Aïchpanou, je sortis de sous le canot. Une masse de nuages sombres se formait au large et nous eûmes bientôt le privilège d'assister à un spectacle grandiose. Loin de nous, au milieu du fleuve, un véritable déluge s'abattait en une muraille laiteuse reliant l'horizon à la ligne des nuages. Tous prirent quelques instants pour admirer l'orage qui se déplaçait majestueusement vers l'est. Notre arrêt forcé retardait notre progression vers Tadoussac, quoique chacun semblât apprécier la liberté offerte par cette parenthèse. Installé à l'abri du vent et loin de la pluie, en attendant que soit prête la bouillie de maïs qui, invariablement, composait le menu du soir, j'avais relu toutes les lettres de Richard. À présent, la tête appuyée sur mon bagage, j'observais les allées et venues de mes compagnons de voyage autour du feu. Aïchpanou et Ouche, un montagnais versé dans l'art de la fabrication des canaux d'écorce, achevaient de colmater les fuites de l'Émilie avec une palette de bois et de la gomme d'épinette chaude. L'embarcation dans laquelle je prenais place depuis le début du voyage, contrairement aux madames, avait vu bien du pays. Aussi nécessitait-elle une inspection minutieuse et des soins particuliers tous les soirs. Debout près de son chaudron de cuivre, Thierry surveillait la cuisson du repas, tandis que Portelance, Michaud et Boulette, occupés à se raser, utilisaient à tour de rôle le miroir de Macintosh accroché au tronc d'un bouleau. Des cris de joie accueillirent le retour triomphal de Chinicheux et de Wapishtan. Partis pêcher au filet dans l'une des nombreuses anses de la baie, les 2 montagnais revenaient avec plusieurs gros poissons, de quoi nourrir toute la brigade. Marie-Joseph en oublia sa conception obtuse des relations que devait entretenir la femme d'un commis avec les engagés. Elle s'élança vers eux et les remercia au moins 4 fois d'avoir pensé à améliorer notre ordinaire. Ce soir-là, pour la première fois depuis mon départ de Québec, je me régalai. Jamais poisson ne m'avait paru si fondant. Rien n'aurait pu assombrir notre repas, pas même une goutte de pluie. Au loin, des orages continuaient de s'abattre férocement sur le fleuve. À l'ombre des falaises rocheuses, nous étions miraculeusement épargnés par le mauvais temps. Un rai de lumière vint nimber de poussière d'or l'île sise au milieu de la baie. Le paysage s'éclaira soudain, comme par miracle, et je me sentis enveloppée d'une grâce céleste, comme si Dieu avait voulu me signifier que je me trouvais exactement là où je devais être. J'aurais aimé que cet instant dure indéfiniment, mais l'ambiance animée autour du feu dissipa le charme. Le thé avalé, Aïchpanou autorisa les hommes à boire du rhum.
Après 3 jours de dur labeur, l'heure était à la fête. D'autant plus que nous étions la veille de la Saint-Jean. Avec tous ces orages, la chaleur devrait nous lâcher un peu, prédit Aïchpanou en admirant la beauté saisissante des lieux. Il faut bien être un sauvage pour faire pareille prévision, ironisa Boulette. Bois donc un peu de rhum, Aïchpanou, tes présages deviendront plus intéressants. Jamais, répondit-il. Plus jamais je ne serai l'esclave du whisky blanc. Il se leva pour se servir une tasse de thé. Parle-nous donc un peu de ta vie, Aïchpanou, demanda Macintosh. On raconte tellement d'histoires à ton sujet. Est-il vrai que tu ne dors jamais et que tu ne crains pas la mort? Aïchpanou sourit. Y a-t-il un homme, ici, qui craint la mort? Personne ne se risqua à le relancer là-dessus. Tu vois, Macintosh, je ne suis pas différent de vous. Il n'y a donc rien à raconter. Dans son coin, caché derrière la fumée bleuâtre de sa pipe, le calumet ricanait. Personne n'a peur de la mort ici. Tiens donc, le diable ne doit pas se tenir bien loin. Aïchpanou, insista Thierry, est-ce vrai que tu as erré seul dans le nord pendant des années? Que le lac Muscaro est encore hanté par tes cris? On dit tant de choses, murmura Aïchpanou pour lui-même. Que tu as suivi les Naskapi, que tu as traversé le Labrador et que tu as vu le détroit d'Hudson. En entendant Thierry évoquer les Naskapi, Aïchpanou redressa la tête. Oui, c'est vrai, les Naskapi m'ont sauvé la vie et je les ai suivis. Qu'est-ce que tu faisais au lac Muscaro? C'est dans la seigneurie de Mingan, non? Voulut savoir Macintosh. Je ramassais des bleuets, se moqua Aïchpanou. Très drôle, bougonna Macintosh. Que veux-tu? Ricana le guide. Ils sont bons, les bleuets de la seigneurie de Mingan. Abandonne, Macintosh, conseilla Michaud. Tu ne tireras rien d'Aïchpanou de cette façon. Je le connais. Pour le faire parler, il faut l'emmener sur le terrain du doré masqué. Presque toute la brigade éclata de rire. En tant qu'interprète, Portelance s'occupa de traduire la conversation en anglais pour Shaw, Blackwood et Fitzbay, le jeune Irlandais. Aïchpanou leva les yeux au ciel. « Je laisse le doré masqué à Boulette, » répondit-il. Boulette, qui était assis sur le sol à la manière des Indiens, protesta. « Pourquoi moi? Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie de parler du doré masqué? Et puis d'abord, je vous ferai remarquer qu'il y a des femmes par ici. » Son regard croisa le mien par accident, juste comme il terminait sa phrase. Il détourna les yeux rapidement, comme s'il était honteux de son comportement. Michaud prit la parole. « Allez, Aïchpanou, raconte-nous une de tes aventures, n'importe laquelle. » Le guide posa ses coudes sur ses genoux et parut réfléchir un instant. « Connaissez-vous la rivière Muscaro? » demanda-t-il à la ronde. « De nom, mais je ne l'ai jamais vue, » répondit Louis-Joseph. Tout le monde s'était tu pour écouter Aïchpanou. C'est une rivière où il faut chercher son chemin. On y avance à tâtons, de baie en étranglement. Son cours est traître. Comme toutes les rivières, me direz-vous. Mais la Muscaro va jusqu'à la déloyauté. J'avais entrepris de la remonter, seule, pour atteindre la montagne mythique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.